Merci de nous retrouver. 21h, passé de 19 minutes, toujours en direct sur CNews. Le dénouement du procès approche à grands pas, celui de Christophe Détinger. Le jugement est attendu dans quelques minutes. 2 ans ferme ont été requis il y a quelques minutes contre l'ancien boxeur qui avait frappé 2 gendarmes début janvier. C'était en marge d'un rassemblement de Gilets jaunes. Ces réquisitions du parquet sont-elles sévères ou pas? On en parle avec Daniel Obono. Bonsoir, vous êtes député La France Insoumise de Paris. Bruno Bonnel, bonsoir, merci d'être avec nous. Député La République En Marche du Rhône. Et Robin Reda, bonsoir. Bonsoir. Député Les Républicains de l'Essonne. On va écouter Jérôme Rodriguez. Vous savez, c'est ce gilet jaune qui a perdu un œil il y a 2 semaines en marge d'un rassemblement justement des gilets jaunes du côté de la place de la Bastille. Et il est venu cet après-midi apporter son soutien à Christophe Détinger. Il fait partie du mouvement et que ça reste un citoyen et qu'en tant que citoyen, on a le droit de venir soutenir un autre citoyen, tout simplement. La justice fera son travail, c'est pas moi le juge, mais je lui apporte mon cœur, à lui et à sa famille. Alors, on va revenir bien sûr sur ces réquisitions. 2 ans de prison ferme, est-ce que c'est une réquisition à la hauteur de ce qui s'est passé avec Christophe Détinger? Et je pense qu'on ne peut pas, avant que le verdict soit tombé, faire un commentaire sur une décision de justice. Ce qu'on peut dire, ce sont des circonstances particulièrement difficiles. Je pose la question parce que certains ont d'ores et déjà demandé une peine exemplaire. Donc, est-ce que pour vous... Moi, je ne crois pas à la justice par injonction et de dire peine exemplaire. Je crois que les choses sont très sérieuses. C'est une agression contre les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, ce sont des gens qui nous protègent. Alors, on peut avoir des grands débats. Il y a des blessés de part et d'autre. D'ailleurs, cette violence il y en a assez. Les Français même, d'après un récent sondage, commencent à dire basta, quoi, il faut arrêter. Et Monsieur Christophe Détinger est certainement dans une situation où les juges ont à équilibrer une attente du public. L'équation est compliquée, c'est clair. On dit que d'un côté, il y a les forces de l'ordre qui disent que s'il prend 2 ans ferme, eh bien, la peine pourra être très certainement aménagée. Parce que c'est le cas. C'est la loi. Jusqu'à 2 ans, c'est la loi. Donc on se dit que les policiers, et c'est légitime, on l'imagine, mettent la pression. À mon avis, il faut trouver un jugement équilibré. Et là, je fais confiance à la justice. Encore une fois, on attend le verdict, on vous en dira plus après. Robin Reda, quel est votre sentiment? 2 ans de prison ferme requis à cette année mise à l'épreuve et en même temps le parquet qui demande effectivement la mise en détention. D'abord, depuis le début du mouvement, j'ai condamné toutes les violences et je crois que nous ne pouvons pas nous réjouir que nos forces de l'ordre aient fait l'objet d'insultes et parfois de violences, voire de violences extrêmes, comme celle que l'on a vue avec Monsieur Détinger. Donc moi, il ne m'appartient pas de me prononcer à la place de la justice. Je me réjouis qu'il y ait un procès. J'espère que l'issue permettra de conforter l'action de nos forces de l'ordre qui font un travail formidable, qui ces dernières semaines sont mises à rude épreuve. Rude épreuve devant une montée des actes violents, en ce moment des actes anti-religieux et en particulier antisémites. Et donc ceux qui nous protègent ne doivent pas être pris pour cible. Et ceux qui prennent les forces de l'ordre pour cible doivent être sanctionnés. Daniel Obono. Écoutez, on va attendre le jugement pour savoir ce qu'il en retourne. Ce qui est sûr, c'est que c'est un réquisitoire. C'est la réquisition. C'est un réquisitoire. Parce qu'il peut prendre jusqu'à 7 ans, on le rappelle. Oui, mais c'est quand même un réquisitoire très politique. Et ça a été dit par plusieurs responsables politiques, la garde des Sceaux. Et ça s'inscrit quand même dans une volonté de marquer le coup politiquement vis-à-vis de l'ensemble. C'est dur de faire fi du contexte, Daniel Obono, c'est ça? Il y a ce contexte ensemble. Et puis il y a tout ce qui se passe actuellement. On a appris, par exemple, par la presse, qu'il y avait des instructions de l'exécutif pour maintenir des gens en détention, même quand il n'y avait aucune raison pour cela. Pour être très dur, on a vu quand même une scène qui a étonné, voire choqué un certain nombre de magistrats, avec la garde des Sceaux qui allait voir, y compris avec la presse, les membres du parquet pour dire il faut faire des peines dures, etc. Ce qui est un choix de l'exécutif, mais on voit bien que là, c'est plus une réquisition politique que de la justice telle que au sens large. Et donc, on se pose aussi la question de 2 poids 2 mesures. Et c'est toujours ça qui revient. Ça revient souvent, ça, Bruno Bonnel. D'une certaine manière, on pourrait trouver légitime telle réquisition si la justice, le parquet, était aussi sévère avec d'autres affaires, y compris en ce moment, où on voit certains qui ont commis aussi des faits assez graves, qui font le tour du monde, qui bénéficient d'un certain nombre de passe-droits. Et je pense que c'est aussi ça, le contexte général dans lequel ces événements sont produits, et le 2 poids 2 mesures qui est quand même assez criant. Et donc c'est vrai qu'il y a un choix politique. C'est là où l'équation est compliquée, Bruno Bonnel, avec cet argument, le 2 poids 2 mesures qu'on entend souvent chez la France Insoumise ou aussi du côté des Gilets jaunes. Il y a un temps et un endroit pour tout. On a des
des endroits, des lieux de débat général sur est-ce que il y a eu des abus des forces de l'ordre, il y a eu des enquêtes IGN, il y a eu des discussions, etc. Après, il y a un temps où la justice doit parler. Cet homme a été évidemment filmé par de nombreuses caméras. La justice a fait son travail d'investigation. Il a certainement, c'est ce que j'ai entendu, il avait des raisons de réagir comme ça. Il s'est expliqué, il a eu l'occasion de s'expliquer, il a eu des avocats. Et là, il n'a pas de casier, on le rappelle. Hein. Il n'a pas de casier. Et vous l'avez rappelé, il aurait pu avoir jusqu'à 7 ans de prison si vraiment on avait considéré qu'on voulait aller aux extrêmes. Là, je crois, à l'inverse, que cette violence qui nous habite tous les samedis, qui détruit des biens, qui détruit des entreprises, qui détruit un nombre considérable d'ambiances, je vais dire, dans le pays. Résultat, on a les forces de l'ordre qui essayent de protéger ça. Quand on agresse les forces de l'ordre, on sait à quoi on s'engage. Et je crois qu'il faut arrêter de faire, encore une fois, d'un élément de justice objectif, c'est-à-dire qu'il y a un procès, une généralisation sur l'attitude de l'exécutif, des instructions données mystérieusement, la main noire, le complot, le hocher Benalla. À un moment donné, il faut dire basta, il faut dire revenons à une chose raisonnable, c'est une personne qui a fait un acte délictueux, qui est jugée, nous sommes dans un pays de droit, on va voir quelles sont les... Moi, je trouve qu'il y a une seule remarque. Le procureur a aussi requis une volonté de le faire travailler par un travail obligatoire et d'indemnisation. Ça, c'est important. Qu'on dise aux casseurs, vous pouvez aussi être les payeurs par droit de justice, c'est intéressant. Donc ne retenons pas que les 2 ans de prison, qui sont une sanction, ou enfin, si on va au bout du verdict, mais retenons aussi le fait qu'on dit, attention, vous êtes responsable de vos actes, et quand ils sont effectivement casseurs, vous pouvez être payeur. Omar Reda, il peut prendre donc jusqu'à 2 ans ferme. Il y a effectivement cette année de mise à l'épreuve, on attend du minute à l'autre. J'allais dire le verdict, mais non, pardon. Le jugement à propos du procès de Christophe Détinger, s'il fait cette peine et qu'elle est finalement aménagée, qu'il l'a fait peut-être en semi-liberté, est-ce que c'est audible pour les forces de l'ordre aujourd'hui? C'est là où peut-être c'est compliqué aujourd'hui, on se met à la place des juges aujourd'hui, que c'est très compliqué. Mais là, on touche à l'ensemble de notre système judiciaire et carcéral. Est-ce que c'est audible de prononcer aujourd'hui en France des peines de prison qui ne sont pas exécutées? Et malheureusement, le récent projet de loi du gouvernement pour la réforme de la justice va dans ce sens. Il va dans le sens de plus d'aménagement des peines de prison quand elles sont inférieures à 1 an. Moi, je considère que quand on a une peine de prison, on doit effectuer sa peine de prison. Et cette affaire, elle a montré... il faut les construire. Et pardonnez-moi de vous dire que Emmanuel Macron avait promis 15 000 places de prison dans son quinquennat, qu'il en promet aujourd'hui la moitié, environ 7 000, et qu'elles ne seront même pas réalisées, construites. Qu'aujourd'hui, la loi invite justement ces aménagements. Il n'y a pas de place. Oui, pardon, mais quand on a essayé de tuer des policiers, parce que c'est ce qui se passe dans ces manifestations, c'est une volonté à un moment de casser du flic, voire de tuer, eh bien on doit être sanctionné. Et moi je constate d'ailleurs que la justice est capable d'aller rapidement. Moi je suis l'élu d'une circonscription où il y a 3 ans, des policiers ont été pris pour cible brûlés à Viry-Châtillon. Le procès va intervenir cette année. Il a fallu attendre 3 ans pour que le procès intervienne. Je constate que la justice, quand elle a effectivement des instructions d'être ferme, elle peut être plus ferme. Daniel Obono, vous le voyez arriver, effectivement, ce débat, quel que soit le jugement qui va arriver dans quelques minutes, il y aura forcément ce débat sur est-ce que c'est assez sévère ou pas, effectivement, est-ce qu'on est assez sévère face à ces personnes qui s'en prennent aux forces de l'ordre aujourd'hui dans un contexte où pendant 3 mois les Gilets jaunes manifestent avec ces week-ends émaillés par des violences. Rappelons quand même, parce que là on réduit la mobilisation qui dure depuis 3 mois aux actes de violence. Tout de même, on ne serait pas aujourd'hui à discuter comme nous le faisons là si le pays était à feu à sang depuis 3 mois. Je crois qu'il faut raison garder, rappeler que les mobilisations se passent dans leur très grande majorité de manière pacifique, y compris M. Détinger qui avait participé à des mobilisations de manière pacifique, qui n'avait pas été interpellé ni signalé comme étant des actes violents. Il y a eu ce moment-là dans un contexte où malheureusement, et là c'est de la responsabilité politique, il y a eu pendant plusieurs semaines, là ça s'est un peu calmé, une escalade de la part du gouvernement avec un discours très guerrier, très militariste. Donc il y a ce contexte-là. Après, il y a à des casseurs. C'est-à-dire que c'est pas les forces de l'ordre qui ont provoqué les violences. On ne va pas inverser le système. Je parlais de la réponse politique, parce que c'est un choix politique. Le maintien de l'ordre, c'est une politique, et je crois que, y compris le fait de nier quand il y a eu des milliers de blessés, quand il y a des blessés graves, des mains arrachées et des personnes éborgnées, c'est pas équivalent de part et d'autre. Et donc, y compris le fait de nier ça, je pense que ça n'a pas participé à apaiser. Nous avons appelé
le gouvernement, parce que c'est l'État. Il y a un monopole de la violence légitime. On peut mettre sur le même plan. L'État avait une responsabilité, le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, à laquelle il a failli, de notre point de vue. Après, c'est notre lecture politique. Ensuite, vous évoquiez la question des peines. Mais ça, encore une fois, c'est un choix. On peut être dans la stratégie dans laquelle s'inscrit le gouvernement, de faire l'escalade pénitentiaire. On est un pays qui est régulièrement condamné parce qu'il y a une surpopulation carcérale, y compris de personnes dont une bonne partie ne sont même pas encore condamnées parce qu'elles sont en détention provisoire et occupent des places en prison surpeuplées, dans des conditions à la fois pour les personnes mais aussi pour les surveillants très, très difficiles. Je crois qu'il y a quelques jours encore, et ils continuent à être mobilisés, des surveillants de Fleury-Mérogis se sont mis en grève. Il y a y compris une situation où il faut prendre les choses dans leur globalité et dire que les peines sont faites par les gens et puis il y a des alternatives possibles. Daniel Obono, la colère des forces de l'ordre si Christophe Détinger avait cette peine aménagée, qu'il ferait cette peine au final hors de la prison, peut-être avec un bracelet électronique. Oui, mais c'est quand même une peine, excusez-moi. C'est quand même une restriction de liberté. C'est pas, on ne laisse pas sortir des gens d'un tribunal quand ils ont été condamnés sans qu'ils effectuent une peine. Donc que les forces de l'ordre, elles font un travail, elles doivent être... le faire dans de bonnes conditions et elles exécutent les ordres qu'on leur donne. La justice doit faire le sien et après c'est un choix politique de considérer est-ce que on est dans un pays où on a une justice qui entend de manière large des modalités différentes de faire sa peine, de purger sa peine. Voilà, quand on a un bracelet électronique, on purge une peine. On n'est pas en liberté, je suis désolée. Et donc il y a des modes alternatifs. Nous sommes pour développer des modes alternatifs parce que les prisons sont surpeuplées et parce que, et ça c'est le dernier point quand même important, l'enfermement ne permet pas de faire un travail suffisant sur la récidive, sur le fait que les gens puissent sortir à un moment donné et être réinsérés. Et donc c'est ça aussi fondamental, il ne suffit pas juste de mettre les gens en prison. Et quand on s'en prend aux forces de l'ordre, est-ce qu'il faut changer la loi? Est-ce qu'il faut durcir la loi? Quand on s'en prend peut-être aux forces de l'ordre? Pardon? Quand on s'en prend aux forces de l'ordre, est-ce qu'il faut peut-être durcir la loi? Je pense qu'il y a déjà une législation très importante là-dessus. La question c'est, encore une fois, ne pas mettre, y compris les forces de l'ordre, dans des situations de tension où ça va dégénérer et où plus personne ne maîtrise rien. Et ça, encore une fois, c'est un choix politique de maintien de l'ordre. Et de ce point de vue-là, je pense que la responsabilité et la faute politique, c'est celle du gouvernement d'avoir joué l'escalade plutôt que la désescalade. Bruno Bonnell, à des moments, il faut quand même qu'on arrête de dire tout amalgamer et faire de l'exception. Il y a une frange de 30 000, 35 000 casseurs qui n'ont rien à voir avec des manifestants à travers la France. Écoutez, parlez-en aux commerçants qui ont perdu des emplois, parlez-en aux gens qui ont fermé, parlez-en aux vitrines cassées. Le ministre qui a dit 150 à 300, non, il y a des personnages, des voyous qui utilisent la rue comme un ring. Non mais écoutez, allez parler aux gens dans la rue. Allez parler à votre ministre. Non mais, il a dit 150 moi je vous parle des gens que j'ai rencontrés qui nous disent, écoutez, dans ma circonscription ailleurs, qui nous disent, écoutez, on en a assez. Mais c'est pas 30 000. Et on les a entendus aujourd'hui parce qu'ils étaient reçus aujourd'hui effectivement à Bercy. Les maires, 30 millions, le chiffre a été sorti, 30 millions d'euros de dégâts dans les villes. C'est 30 millions d'euros de moins pour les écoles, pour la propreté, pour la sécurité, pour finalement le bien-être, le mieux vivre. Donc arrêtons aussi Enfin, moi, M. Mélenchon parlait de violences résiduelles, je rappelle, au mois de novembre. Elles étaient résiduelles. Elles sont devenues de moins en moins résiduelles, les violences. Donc, à un moment donné, effectivement, ce qu'attendent les gens, moi j'ai fait des grands débats nationaux, ils vous disent, il faut quand même un peu d'ordre. Et puis, les sondages commencent à dire qu'il y a une inflexion qui dit, bon, les gilets jaunes, c'est bon, on vous invite à parler, il y a des revendications, on doit avancer. Il faut arrêter de stigmatiser un gouvernement complotiste qui exciterait la population tous les samedis. Revenons quand même un petit peu sur terre. Là, aujourd'hui, effectivement, toucher aux forces de l'ordre doit être sanctionné, c'est la loi, plus sévèrement que toucher à quelqu'un de lambda. De la même manière, je rappellerai, 80 parlementaires insultés, menacés, voire physiquement parfois, c'est aussi une vraie question à poser. Il y a une espèce d'impunité maintenant à dire, on a le droit, de tous bords d'ailleurs, hein, il y a là-dessus, on est tous à la même enseigne, le parlementaire devient une espèce de cible théorique sur les réseaux sociaux d'insultes, parfois physiquement dans la rue, pour certains d'entre eux, par courrier, je passe les détails, à un moment donné, il faut un petit peu d'ordre. Robin Reda, c'est aussi un message, j'imagine, important pour la jeunesse, cette jeunesse qui a vu défiler en boucle ces images, sur notre chaîne, mais également sur les réseaux sociaux.
Je ne sais pas si c'est un message pour la jeunesse, c'est pas un exemple pour la jeunesse. Justement. Ce qui est certain, c'est que les violences doivent s'arrêter, c'est bien de le dire, c'est une incantation. Elles doivent s'arrêter d'abord parce qu'on doit les condamner, et pardon de dire que certaines formations politiques ne semblent pas jouer le jeu de la condamnation des violences. Faites allusion à qui ? Aujourd'hui, je pense à la France Insoumise, je pense au Rassemblement National, je pense à M. Dupont-Aignan aussi, qui n'ont pas pris leur distance très clairement avec les mouvements violents en marche Vous ne prenez pas vos distances, Daniel Obono ? manifestations. Je pense que M. Reda fait vraiment de la politique aérie parce que Non, je fais pas de il la n'a pas politique entendu aérie, les prises de madame. position très claires, y compris politique, non, très en clair, expliquant très pourquoi. clair, c'est pas l'adjectif qui caractérise la France Insoumise. Insoumise. Bien sûr. Si, si, parce que je crois qu'une des personnes qui a clairement expliqué pourquoi nous pensons que la violence dans les mobilisations restreint le mouvement plutôt qu'autre chose, c'est un point de vue politique, théorique, que nous avons théorisé, parce que nous avons aussi, en tant que militants, été confrontés à des mobilisations sociales où il y avait des actes de violence C'est sûr, vous êtes, voilà. Donc à un moment donné, je pense que là-dessus... experts de la violence. Non, là-dessus, je pense qu'on peut avoir un du débat un désordre. peu de fond et pas juste des petites piques de ce bord-là. Moi, ce que je n'ai pas entendu, c'est par exemple de votre part ou de la part de votre formation politique, une condamnation, un soutien par rapport aux milliers de personnes qui ont été blessées, aux personnes qui ont été éborgnées, mutilées à vie, qui ont perdu des mains, des yeux, des journalistes y compris. On a entendu pendant des semaines le gouvernement nier cela, nier cette réalité. Mais vous n'allez pas nous faire le coup de Donc, à un du moment monopole donné, de la compassion. Non, la question est non. Que nous, je ne vous fais pas le coup, je non. répondais à cette pique vraiment très inutile et en disant que moi je peux en rajouter. Donc nous on est très clair sur la violence parce que pour nous ce n'est pas un instrument de revendication politique. Nous pensons que rappelons qu'il y a des milliers de personnes qui, depuis 3 mois, se mobilisent très largement pacifiquement et nous avons toujours soutenu en ces termes très clairement. Ce que nous disons, c'est qu'à un moment donné, il y a un choix politique. Le maintien de l'ordre, c'est une politique. Donc soit on applique une désescalade, et c'est ce à quoi nous avons appelé, soit on continue l'escalade. Malheureusement, le gouvernement, et ce n'est pas une question complotiste, c'est une analyse Donc on ne politique. maintient pas l'ordre. Non. On laisse un grand désordre chaotique, et là, ça va se passer très bien. Il y a différentes manières de maintenir l'ordre. Ah oui, alors la question, on va nuancer le maintien de l'ordre. Non, c'est pas nuancé, il y a différentes manières de le faire. Allons-y. Il y a une manière d'aller au contact ou pas, il y a une manière de faire des NAS ou pas. Coup, le contact, donc, il est à clair. un moment donné, le choix qui a été fait, et il l'assumait, monsieur le ministre de l'Intérieur. Donc, on utilise ou pas des armes qui causent des blessures de type blessure de guerre. C'est pas moi qui le dis, ce sont des chirurgiens qui se sont mobilisés, type boule de etc. pétanque, de type... Donc, à un moment donné, oui, c'est un choix politique et on en débat. Mais on ne fait pas d'amalgame ou de ce genre de réplique qui ne sert à rien. Moi, je souhaite l'arrêt des violences, je souhaite même l'arrêt des manifestations, parce que je pense que l'heure est au dialogue. Je ne crois pas au grand meeting national d'Emmanuel Macron, mais je crois au grand débat et l'expression des Français. Mais tout le monde met de l'huile sur le feu. Les formations politiques de l'extrême gauche et de l'extrême droite, mais aussi La République En Marche. Quand aujourd'hui, on voit une tribune des députés En Marche qui appelle au retour de la taxe carbone, quand M. Darmanin appelle à aménager les niches fiscales, c'est-à-dire à augmenter les impôts des classes moyennes, et qu'on est en ce moment dans le concours Lépine de celui qui répondra à la crise des Gilets jaunes par des augmentations d'impôts sur les classes moyennes, ça met de l'huile sur le feu. Ça rajoute des envies probablement de manifester, d'exprimer son désaccord et sans doute de se détourner du grand débat. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où il faut apaiser. Et ni la majorité présidentielle qui propose des nouvelles hausses d'impôts, ni les formations qui ne sont pas aptes aujourd'hui à gouverner la France ne proposent aujourd'hui des solutions pour sortir par le haut de ce débat. Au contraire, ils proposent le pire, c'est-à-dire les augmentations d'impôts qui sont à l'origine de l'explosion sociale et de la crise des Gilets jaunes. On va parler de la taxe carbone dans un instant, mais avant ça, j'aimerais vous faire écouter à Maître Vigier, qui est l'avocat de Christophe Détinger. Je vous rappelle qu'on attend le jugement d'une minute à l'autre de l'ex-boxeur qui avait agressé, souvenez-vous, 2 gendarmes. Écoutez les sentiments de Maître Vigier. L'audience nous a donné un sentiment un peu amer, je dois le dire, avec l'impression aussi que la vision des choses n'était pas tellement orientée à des charges. Écoutez, la peine sera ce qu'elle sera. Le quantum, c'est une chose qui nous devient presque indifférente. Ce que nous voudrions, c'est que cet homme sorte ce soir. Et puis qu'ensuite, s'il reste une partie ferme, et sans doute il en restera une, qu'il puisse l'aménager comme un citoyen qu'il était il y a encore 1 mois et demi et qu'il redeviendra vite. Et comme un homme bien que je crois il a toujours été, sauf une parenthèse d'1 ou 2 minutes. Voilà pour le sentiment de Maître Vigier. Vous restez avec nous dans un instant. La deuxième partie de notre débat. Gilets jaunes, taxe carbone, la provoque de trop. On en parle dans un instant. À tout de suite.
Place à la deuxième partie de notre débat dans le Grand JT. La taxe carbone revient déjà sur le devant de la scène. Et oui, Emmanuel Macron ne veut surtout pas répondre à la colère, je cite, par une hausse de la fiscalité. Le chef de l'État qui tente d'éteindre l'incendie. Après une tribune publiée par certains députés de la majorité qui souhaitent le retour d'une taxe carbone, je cite, acceptable. Est-ce de la provoque ou pas? On en parle avec Daniel Obono, député La France Insoumise de Paris, Bruno Bonnel, député La République En Marche du Rhône, et Robin Reda, député Les Républicains de l'Essonne. Merci à tous les trois d'être avec moi. On va écouter, sans plus tarder, le sentiment d'Éric Ciotti. Je trouve que dans la situation dans laquelle se trouve notre pays, dans une situation de révolte fiscale, proposer à nouveau d'augmenter l'impôt qui a généré cette colère, cette révolte, est ahurissant. Je ne comprends pas. On est en France le pays au monde où on paie le plus d'impôts et de charges. Ça suffit un moment. Il faut arrêter avec le concours Lépine de l'augmentation fiscale. Ils ne comprennent pas ce qui se passe dans les profondeurs du pays. Cette colère. Arrêtons chaque fois qu'il y a un problème d'essayer de le résoudre en augmentant les impôts. Daniel Obono, c'est de la provoque? Pardon ? C'est de la provoque ou pas? Non, je pense que c'est plutôt l'expression d'un manque de vision et de stratégie politique de la part du gouvernement. D'abord, sur l'enjeu fondamental de la transition écologique. Moi, je me rappelle au début du mouvement... Vous pensez que le gouvernement est au courant de cette tribune? Parce que visiblement... J'en sais rien, encore heureux. Ça n'arrive pas très souvent que les députés de la majorité exercent un petit peu leurs droits et leurs devoirs, y compris de parlementaires, d'exprimer un point de vue un peu autonome. Donc, c'est intéressant. Ça devrait arriver plus souvent. Peut-être que ça alimenterait un peu le débat politique. Mais fondamentalement, on voit bien que cette majorité, que ce soit parlementaire ou au niveau du gouvernement, n'a absolument aucune stratégie. Si ce n'est, et la seule qui est la leur, c'est de ne surtout pas faire une véritable réforme fiscale qui permettrait que ceux qui polluent le plus contribuent à hauteur de ce niveau-là. Ceux qui, y compris accaparent un certain nombre de richesses, puissent les partager. Il y a la question de l'ISF qui est une demande en termes de répartition des richesses. Et puis fondamentalement sur la transition écologique, il faut une vraie stratégie d'investissement. Je parlais des gros pollueurs. On pourrait parler d'une augmentation, par exemple, des taxations du kérosène aérien, qui est un des plus polluants et voilà, qui participe du coup à une économie dont il faut réduire l'impact carbone. Donc, en vérité, ça exprime plus là le désarroi et le manque de vision de la majorité. Désarroi. Vous entendez ces mots, Bruno Bonnel? Alors, je sais, vous allez me dire, attention, moi je ne l'ai pas signé, mais j'imagine que vous étiez au courant. Non, pas du tout. Je ne l'ai pas signé, clairement. J'étais même pas au courant, pour vous dire le vrai. J'ai découvert ce matin. D'accord. Je pense qu'il y a deux éléments dans cette tribune. Vous deviez être content au réveil, non? Non, mais la question n'est pas de savoir si on est content. Le premier élément, c'est est-ce qu'il faut continuer à se préoccuper de la transition énergétique? Oui. Est-ce que c'est le bon timing? Clairement, non. Nous sommes dans un grand débat. J'étais encore lundi en grand débat à Villeurbanne et j'ai entendu des gens qui disaient n'oubliez pas la transition énergétique. Il y a même quelqu'un qui a dit, et c'est une belle idée, ça ne vient pas de moi, qui a dit plutôt que de parler de taxe carbone, pourquoi on ne parlerait pas de taxe planète? Il disait quand même taxe, mais il disait il faut penser à la planète. Donc je pense qu'il y a une vraie demande. Le timing, à mon avis, n'est pas astucieux. Ça veut simplement dire, pour certains d'entre nous, qu'il faut continuer à avoir comme objectif cette transition écologique. Robin Reda, c'est de la maladresse ou c'est de la folie? C'est de la stupidité. Mais je crois, au contraire de Daniel Obono, que c'est une stratégie. C'est que le gouvernement sait très bien, depuis le début, la première semaine de la crise des Gilets jaunes, qu'il va être obligé d'augmenter les impôts. Il va être obligé d'augmenter les impôts. Le gouvernement a besoin d'argent. Il va être obligé d'augmenter les impôts parce qu'il n'a pas été capable, depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, de réduire les dépenses publiques, que la Cour des comptes aujourd'hui pointe un déficit et une dette qui s'accroissent. Et donc les impôts vont augmenter d'une manière ou d'une autre si Emmanuel Macron ne fait pas les réformes de structure qui permettent d'alléger les dépenses publiques, et ça n'en prend pas le chemin. Et aujourd'hui, venir nous proposer la taxe carbone, c'est une partie plutôt héritière de François Hollande, de la majorité En Marche qui nous le propose, mais c'est encore dans cette vision de l'écologie punitive qui punit ceux qui ne peuvent pas changer tout de suite, au lieu d'aider à changer tous les Français. Et moi, je préfère une écologie
positives qui aident à changer, qui aident à aller vers des pratiques décarbonées, plutôt que de sortir les impôts, les taxes, la matraque à chaque fois qu'il faut faire changer des comportements aux Français dans une situation qui aujourd'hui est socialement, économiquement difficile. Bruno Bonnell, on sent quand même que le gouvernement marche sur des œufs. On a entendu encore aujourd'hui le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui on sent, oui effectivement, marche sur des œufs, qui ne botte pas totalement en touche, mais on sent que c'est flou, et comme on dit, quand c'est flou, c'est forcément qu'il y a un loup. Non, mais je crois que bon, il y a les réflexes traditionnels, l'opposition, on augmente les impôts, les taxes. Je rappellerai pas, parce que je pense qu'il faut élever le débat politique, qu'il y a quand même eu des oppositions au pouvoir pendant longtemps, et on n'a pas vu significativement de dépenses publiques réduites. Donc je crois que c'est pas ça le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est de dire à nos concitoyens. Le sujet, c'est peut-être que le gouvernement a besoin d'argent aujourd'hui. Il cherche de l'argent. Mais évidemment, mais comme beaucoup de gens, hein, d'après ce qu'on voit aussi dans la rue, beaucoup de gens disent qu'il faut plus d'argent. Je pense qu'il y a le sujet de cette fameuse fin du monde qui préoccupe les gens, et cette fameuse fin du mois. Il faut continuer à dire aux gens, il ne faut pas changer de cap, il y a une vraie urgence écologique, par contre il faut la construire. J'étais le premier à dire que la France insoumise avait des bonnes idées dans son programme, simplement elle ne savait pas les mettre en œuvre. Et les propositions étaient de 100 milliards par-ci, 100 milliards par-là. Pardon, bon, Bruno Bonnell, on a l'impression d'avoir fait un retour dans le futur et d'avoir exactement les mêmes discussions et les mêmes éléments de langage qu'avant la crise des Gilets jaunes, qui a précisément déclenché la mobilisation des Français. Donc, allez dire quand même à la majorité présidentielle de faire attention et de ne pas être dans cette France indifférente à la France des Gilets jaunes, des Français des classes moyennes qui se sont soulevés depuis 15 semaines. Et ne vous inquiétez pas, nous savons où aller le chercher. Par exemple, les 3 milliards de l'ISF. Là-dessus, je pense que ça fait aussi une majorité en France pour aller les chercher. Merci Daniel Obono, merci Bruno Bonnell, merci à vous, Robin Redal. Le débat qui va continuer et bien dans le couloir, bien sûr. Et on va laisser la place sans plus tarder à Sonia Mabrouk. C'est l'heure des voix de l'info. Excellente soirée. Merci.